Bienvenue dans cette invité de la rédaction spéciale puisqu'il prend ses quartiers ici dans la capitale marocaine, l'UM6B Rabat, à l'occasion du forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle sur le Maroc. C'est un événement qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, et qui est initié par AI Movement, un centre international spécialisé sur l'intelligence artificielle au Maroc. De quoi parle-t-on ici? Des enjeux majeurs sur cette question névralgique que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle au Maroc, mais aussi ailleurs dans le monde. D'éminents experts sont là, des ministres marocains, de hauts responsables africains, français, des membres du secteur privé ont également répondu présents à l'appel pour discuter de cette intelligence artificielle. Qu'est-elle et surtout, que représente-t-elle sur le continent africain, puisque l'idée, l'ambition, l'objectif majeur ici, c'était bien de commencer à poser les premiers jalons d'une stratégie africaine de l'IA. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui celle qui est derrière cet événement inédit au Maroc, professeur Amel El-Falah Sarrouchni, donc, qui est directrice, qui dirige ce centre de AI Movement. On est ravis de vous recevoir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. Cet événement est effectivement aussi parrainé par l'UNESCO. L'UNESCO qui s'est saisi aussi de cette question justement de l'intelligence artificielle et qui a commencé justement par la réglementation. Alors ce que j'aimerais faire avec vous d'abord, professeur Sarrouchni, c'est de faire un premier bilan d'étape de cette première journée du forum. Ça dure 2 jours. On a eu des officiels, on a eu des experts, on a eu des témoignages. Quel regard portez-vous sur les premiers échanges qui ont été faits ici à l'UM6B? Alors, le premier jour est un jour très chargé de débats, de discussions, et où nous avons, je pense, beaucoup avancé sur les questions de gouvernance globale, puisque nous avons eu des intervenants comme son Excellence l'ambassadeur Omar Hillel, qui nous a parlé de la stratégie des Nations Unies. Nous avons eu son Excellence l'ambassadeur du Maroc à l'UNESCO sur les questions de l'éthique et des recommandations de l'éthique de l'UNESCO. Nous avons eu 2 sous-directeurs généraux de l'UNESCO, le secteur CI et le secteur SHS avec Mme Ramos et M. Gelassi. Nous avons eu des hauts responsables africains et nous avons abordé essentiellement les questions d'état des lieux sur le continent africain. Où est-ce que nous en sommes d'un point de vue développement de l'intelligence artificielle et quels sont les enjeux de la régulation et de la gouvernance de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Comme nous le savons, il y a un développement de cette tentative de gouvernance qui est un peu... pour l'instant, elle est tripartite. Nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, mais nous avons aussi l'Europe avec le European Act, pour tout ce qui est régulation de l'intelligence artificielle. Et il y a un absent, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de proposition sur les questions de gouvernance. Et c'est pour cela que l'idée de lancer ce forum à partir du Maroc, qui se veut locomotive sur le continent, de lancer ce forum pour réfléchir ensemble avec nos collègues africains, mais aussi les internationaux. On a eu, j'ai oublié de le dire, mais on a eu une très forte représentativité du département américain sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre en place, nous voulons poser les jalons d'une stratégie africaine sur l'intelligence artificielle en s'inspirant de tous les protagonistes à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, sur la question de la gouvernance. Alors, en s'inspirant des principaux protagonistes, pas forcément en les imitant, puisque la stratégie africaine doit être africaine, précisément. Quelle serait sa spécificité? Quel serait son ADN? Quelle serait sa valeur ajoutée par rapport à ces trois gouvernances qui ont leurs propres caractéristiques en fonction de leur histoire, de leur culture, de leur population? Et en Afrique,
On le dit et on l'a beaucoup entendu ici, 70% de la population a moins de 30 ans ou de 35 ans et c'est un atout. Oui, alors on a dit aussi que 400 millions d'Africains ne savent pas lire et écrire sur le continent. Donc la spécificité de l'Afrique, c'est que d'abord, elle n'est pas égale. Selon les pays, selon les régions, on ne va pas trouver le même niveau de développement des technologies émergentes. On ne va pas trouver la même connectivité, on ne va pas trouver la même disponibilité des formations, etc. Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir ensemble, en tant qu'Africains, sur comment profiter des expériences des uns et des autres et comment s'entraider pour aller vers une stratégie commune. Alors, ça a été fait en 2017 au niveau de l'Europe. L'Europe avait demandé à tous les pays européens de développer leur propre stratégie en synergie. Vous avez des collaborations entre les pays qui doivent aussi se mettre en place, même si chaque pays africain doit avoir sa propre stratégie nationale, évidemment, qui est ancrée dans ces réalités. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas lire et écrire, et nous avons beaucoup de terres qu'on peut cultiver, par exemple. C'est le continent où il y a le plus de terres cultivables sur la planète. Dans ce contexte-là, comment l'intelligence artificielle, justement, est utile et représente une valeur ajoutée sur le continent, avec ce contexte? Alors, l'intelligence artificielle, elle a envahi elle peut se rendre utile sur tous les secteurs, y compris les secteurs qui nous intéressent, la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. Le continent africain, avec sa jeunesse, il peut être force de proposition. On peut aussi avoir des talents qui se développent sur le continent. On peut attirer les big tech sur le continent. On peut produire de la technologie à base d'intelligence artificielle si on se donne les moyens de le faire. Quels sont ces moyens? Comment qualifier cette jeunesse-là qui n'est pas pour l'instant qualifiée et surtout comment la faire rester sur le continent avec des investissements? Il faut former les jeunes et les moins jeunes et les plus jeunes. Aujourd'hui, au sein de AI Movement, nous formons les 8-14 ans et on fait des masters exec et on forme aussi en formation classique des étudiants. Il faut arriver à rendre l'intelligence artificielle acceptable par la population africaine à tous les niveaux et aussi former tout au long de la vie sur ces questions-là. Donc former des talents, ça c'est la première chose. Deuxièmement, investir et mettre un plan d'action pour développer tous les secteurs, peut-être en mettant en place des priorités. Voilà, ces priorités et peut-être même ces urgences, quelles sont-elles sur le continent africain? Parce qu'il y a eu beaucoup d'ignorance, de peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Il y a eu des craintes qui ont été exprimées ici aussi, notamment en matière de création et de perte d'emplois. J'aimerais que vous avez donné des chiffres ces derniers jours très intéressants qui nous aident à jauger et à comprendre cet enjeu que représente l'intelligence artificielle en termes de création d'emplois, mais aussi de perte d'emplois et de là où elle se situe, justement. On peut créer des emplois avec l'intelligence artificielle parce qu'il faut bien des gens qui développent les algorithmes d'intelligence artificielle, au moins. Il faut des gens qui les certifient, il faut des gens qui collectent les données, il faut des gens qui travaillent sur les données, qui travaillent sur les modèles, qui entraînent les modèles. Tout ça, toutes ces fonctions vont donner lieu à des nouveaux postes dans le domaine en entreprise ou à l'université, etc. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des métiers qui sont à très faible valeur ajoutée qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Par exemple, la saisie. Un commis à la saisie, il n'aura plus besoin d'exister. Mais l'intelligence artificielle va un peu plus loin. Aujourd'hui, elle fait du travail intellectuel. Elle peut rédiger, elle peut synthétiser, elle peut traduire, et de façon très très bien, elle le fait très très bien. Elle peut diagnostiquer, elle peut prendre des décisions, elle peut faire des recommandations. Donc tous ces travaux elle peut créer aussi au niveau de l'art. Donc toutes ces choses-là qui étaient réservées à l'humain sont en train d'être grignotées, si je puis dire, par l'intelligence artificielle. Et ça fait peur effectivement, et ça pose la question de est-ce que la machine va remplacer l'homme ou pas, et est-ce que
l'homme est prêt à partager son autorité avec la machine ou pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, moi, ce que je réponds, c'est que, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, si aujourd'hui, on peut transformer les métiers, comme on l'a fait avec la révolution industrielle, hein, il n'y a plus personne dans les chaînes, dans les usines. Maintenant, il y a des usines complètement automatisées. Ça empêche les petits-enfants d'aller travailler dans les usines, par exemple. C'est très bien pour les enfants. C'est très bien pour la société. Aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas tellement de remplacer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on remplace et où. Si on remplace les métiers du Sud et on les crée au Nord, là, c'est pas bon. On maintient le déséquilibre. C'est plus qu'une question d'équilibre. Aujourd'hui, les études disent qu'on va créer 97 millions d'emplois et on va en détruire 85 millions. Mais les 85 millions qu'on va détruire, ils se trouvent plus ou moins chez nous. Et les 97 millions qui vont se créer, ils vont se créer dans le Nord. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre la priorité sur le développement des capacités humaines. D'accord ? Il faut qu'on arrive à former les gens aux technologies de l'intelligence artificielle pour que le Maroc, l'Afrique, soient des acteurs, producteurs de ces technologies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous consommons simplement quand on a de l'électricité. Donc, il ne faut rien faire en séquentiel, la vie est parallèle. Il faut créer de la valeur, il faut créer de l'industrie du numérique, il faut créer des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut les spécialiser sur nos données et donner la possibilité aux Africains de les fine-tuner sur leurs données, etc. Tout cela veut dire que, c'est pour cela qu'on parle de stratégie, il y a beaucoup de choses à développer pour créer l'écosystème. Il y a l'innovation, il y a le transfert, il y a la R&D, il y a la formation, il y a les études de terrain, il y a les études stratégiques. Tout cela doit se mener en parallèle. C'est un peu le plan d'action de AI Movement. Si vous regardez ce que nous proposons comme méthodologie, notre méthodologie, c'est de pousser toutes ces choses-là en parallèle parce que ça se nourrit. Quand vous faites de l'innovation, vous vous nourrissez de la R&D. Quand vous faites des études de terrain, vous nourrissez la R&D et vous faites de la R&D pour régler des problèmes du terrain et ainsi de suite. Les 7 piliers que nous proposons convergent vers un impact social, environnemental, sanitaire et aussi économique. Alors, j'ai fait un jeu de mots tout à l'heure sur le levier. Je préfère dire le levain parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'au sein des AI Movement, nous pouvons impulser une stratégie marocaine et africaine avec nos collègues, avec les différents protagonistes d'abord, il faut prendre conscience que c'est urgent. Ensuite, on appelle un call for action. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les actions? Dans quel ordre? Quelles sont les priorités? Quels sont les secteurs prioritaires pour aller de l'avant avant que ça ne soit trop tard, parce que nous avons pris déjà beaucoup de retard. Beaucoup de retard et ça va très très vite quand on parle d'intelligence artificielle. Oui, nous on prend du retard et c'est une technologie qui avance de façon exponentielle. Alors le delta est très important. Merci infiniment, professeur Sarrochni, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, c'est la fin de cette invitée de la rédaction.